Être pirate, c'est dormir entassé, boire de l'eau croupie et risquer la pendaison à chaque escale. Et pourtant, des milliers de marins ont choisi cette vie, pas pour l'or, pas pour la gloire, mais pour des raisons bien plus concrètes. Pirates et autres. Quand on entend le mot pirate, on a souvent la même image en tête. Un homme libre, un bateau rapide, un drapeau noir, de l'or, des coffres, des aventures. Mais cette image est trompeuse. Elle est surtout construite après coup, par les romans, puis par le cinéma. La réalité est beaucoup plus simple et souvent beaucoup plus dure. D'abord parce que la piraterie n'est pas une période bien nette, avec un début et une fin claire. On parle souvent d'un âge d'or situé entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe. Mais en réalité, ce n'est pas un âge d'or au sens d'une époque heureuse ou glorieuse. C'est surtout un moment où les conditions rendent la piraterie possible à grande échelle. Il y a des guerres, il y a beaucoup de navires en circulation, il y a des marins démobilisés et il y a peu de contrôle sur certaines zones, notamment dans l'Atlantique et les Caraïbes. Dans ce contexte, le mot pirate est trompeur. Il donne l'impression d'un groupe à part, avec un mode de vie unique, alors que dans les faits, les pirates sont avant tout des marins. Ils ne viennent pas de nulle part. Ils ne découvrent pas la mer en devenant pirates. Ils ont déjà navigué pendant des années. Un pirate sait donc tenir une barre, il sait grimper dans un mât, il sait manœuvrer une voile sous la tempête. Et surtout, il sait repérer un navire en pleine mer. Bref, il sait faire exactement la même chose que les autres marins de son époque. C'est pour ça que quand les historiens cherchent à comprendre leur quotidien, ils se heurtent à une difficulté simple. Le quotidien d'un pirate ressemble énormément à celui d'un marin ordinaire. La vraie différence ne se trouve pas dans la vie de tous les jours, elle se trouve dans le statut légal. Et pour comprendre ça, il faut clarifier quelques mots. Parce qu'à l'époque, ces mots sont essentiels. Ils décident de ce que vous êtes, de ce qui vous arrive si vous êtes capturé. Commençons par le corsaire. Un corsaire n'est pas un pirate, c'est un marin privé, mais qui agit avec l'accord officiel d'un État. Cet accord prend la forme d'un document, la lettre de marque. Ce papier autorise le corsaire à attaquer les navires d'un ennemi précis pendant une guerre précise. Sans ce document, attaquer un navire est un crime. Avec ce document, c'est tout simplement un acte de guerre. La différence est énorme. Si un corsaire est capturé, il n'est pas traité comme un criminel. Il est emprisonné, échangé, parfois libéré. Et il n'est pas pendu. Un exemple très clair, c'est Jean Bart. C'est un marin expérimenté au service du roi de France. Quand il capture des navires ennemis, il agit pour le compte de l'État. Il peut gagner de l'argent bien sûr, mais il agit dans un cadre légal. À l'inverse, le pirate n'a aucun cadre, lui. Le mot vient du grec et il signifie tout simplement celui qui attaque. Dans le vocabulaire juridique de l'époque, on parle plutôt de forban. Cela veut dire hors la loi. Le pirate n'a pas de contrat. Il ne représente aucun pays. Il attaque quand il veut, qui il veut. Et surtout, il n'a aucune protection. S'il est capturé, il n'est pas prisonnier de guerre. Il est jugé comme un criminel et dans l'immense majorité des cas, la peine est la pendaison. Être reconnu comme pirate, c'est donc accepter un risque énorme. Mais entre le corsaire bien encadré et le pirate totalement hors la loi, la réalité est beaucoup plus floue. Beaucoup de marins passent d'un statut à l'autre sans vraiment changer de mode de vie. Un marin peut être corsaire pendant une guerre, puis perdre sa lettre de marque quand la guerre se termine. Son navire est armé, son équipage est prêt, mais soudain, tout devient illégal. Certains arrêtent, d'autres continuent. À partir de là, sans que leur quotidien ait vraiment changé, ils deviennent pirates. C'est dans cet espace flou qu'apparaissent les flibustiers. Le mot vient d'un terme néerlandais qui signifie libre butineur. Les flibustiers ne forment pas un groupe homogène. Ce sont des marins indépendants, souvent installés dans les Caraïbes, qui attaquent surtout les navires espagnols. Certains se considèrent comme des combattants, d'autres comme de simples opportunistes. Benjamin Hornigold est un bon exemple. Pendant longtemps, il refuse d'attaquer les navires anglais. Il estime qu'il combat des ennemis traditionnels, pas ses compatriotes. Mais ce raisonnement n'a de valeur que pour lui. Quand le contexte politique change, il est considéré comme pirate, comme les autres. Encore plus à la marge, on trouve les boucaniers.
À l'origine, ce ne sont pas des marins, ce sont des chasseurs installés dans les Caraïbes. Ils chassent le bétail sauvage et fument la viande sur des grilles appelées boucans. Ils sont réputés pour une chose, leur précision au tir. Très vite, les flibustiers comprennent l'intérêt de ces hommes. Ils les embarquent et au final, ce sont des chasseurs qui deviennent marins, des marins qui deviennent pirates. À cette époque, les parcours sont très instables. On change de statut en quelques mois, parfois même en quelques semaines. Mais une fois en mer, une fois le pied posé sur le pont d'un navire, toutes ces distinctions disparaissent presque complètement. La mer impose ses propres règles, tout le monde vit entassé, tout le monde travaille dur, tout le monde est exposé au même danger. La vie à bord est fatigante, sale et dangereuse. On dort peu, on mange mal, l'eau se conserve mal et la nourriture pourrit vite. Conséquence, les maladies sont fréquentes et les blessures aussi. C'est pour ça que la piraterie n'attire pas parce qu'elle promet une vie confortable. Elle attire parce qu'elle promet autre chose. Un partage plus équitable du butin, par exemple. Une discipline parfois moins brutale que sur les navires marchands ou militaires. Et surtout, l'impression de reprendre un peu de contrôle sur sa propre vie. Ce n'est pas une vie de rêve, c'est une vie risquée et souvent courte. Mais pour beaucoup de marins de l'époque, c'est une alternative à une existence déjà très dure. Et c'est seulement en comprenant ça qu'on peut vraiment comprendre la piraterie, à savoir un contexte précis regroupant des hommes ordinaires et confrontés à une réalité brutale. Survivre à bord. Quand on monte à bord d'un navire au XVIIe siècle et au début du XVIIIe, on quitte très vite ses repères. On n'entre pas simplement sur un moyen de transport, mais dans un espace fermé, isolé du reste du monde, où chaque détail du quotidien est imposé par la mer. Un navire est un lieu étroit, toujours en mouvement, où l'humidité est permanente et surtout où les bruits ne cessent jamais vraiment. Le bois travaille, les cordages grincent, le vent siffle dans les voiles et les vagues frappent la coque jour et nuit. Une fois en mer, il n'y a pas d'échappatoire possible. On ne descend pas du bateau pour prendre l'air. On ne s'isole pas pour être au calme. On vit tous ensemble, en permanence. La première chose que l'on comprend très vite, c'est qu'il n'existe quasiment aucune forme d'intimité. À bord, personne ne dispose d'un espace personnel au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Les marins dorment là où c'est possible, parfois sur le pont lorsque le temps est favorable, parfois dans les cales quand la météo se dégrade. Beaucoup utilisent des hamacs, mais ce n'est pas systématique. Et il arrive aussi que certains dorment simplement sur des planches, à même le sol, avec leurs vêtements pour seule protection contre le froid et l'humidité. La vie quotidienne se déroule entièrement en commun. On mange ensemble, on travaille ensemble, on partage les mêmes conditions et on subit les mêmes problèmes. Cela vaut aussi pour la maladie. Quand une épidémie se déclare à bord, elle touche rapidement tout l'équipage, justement parce que les corps sont proches, que l'air circule mal et que l'hygiène reste très limitée. Cette promiscuité permanente explique quelque chose d'important pour les archéologues. Lorsqu'on étudie une épave, on constate que les objets véritablement personnels sont rares. Ce n'est pas parce qu'ils ont disparu avec le temps, mais surtout parce qu'ils étaient peu nombreux à l'origine. À bord, la majorité des objets sont partagés, utilisés collectivement et transmis d'un marin à l'autre. Dans les fouilles sous-marines, on retrouve donc surtout des objets liés à la vie quotidienne. Des pichets pour boire, des bouteilles, des bols, des assiettes, ainsi que des ustensiles simples. On découvre aussi des chandeliers, car la lumière naturelle ne suffit pas toujours, surtout dans les parties basses du navire et que l'on travaille souvent à la lueur d'une flamme. Les vêtements et les chaussures retrouvés montrent eux aussi une réalité très concrète. Les marins portent leurs affaires jusqu'à l'usure complète. Les tissus sont souvent rapiécés, réparés, renforcés, preuve que l'on ne jette rien tant que cela peut encore servir. Il arrive également que l'on retrouve des objets plus inattendus, comme de la porcelaine venue d'Asie. Ces pièces ne témoignent pas d'un goût particulier pour le luxe, mais plutôt des prises effectuées sur des navires marchands. Une fois à bord, ces objets sont utilisés comme n'importe quelle vaisselle, sans valeur symbolique particulière. En mer, l'utilité passe avant tout le reste. Parmi les découvertes les plus importantes figurent aussi les instruments de navigation, les compas, les astrolabes et les plans de sonde sont essentiels pour se repérer, estimer une position
ou mesurer la profondeur de l'eau avant de s'approcher d'une côte. Sans ces outils, la navigation devient extrêmement dangereuse, surtout dans des zones mal cartographiées. Un objet se distingue toutefois par son importance pour les historiens, la cloche du navire. Lorsqu'elle est retrouvée, elle permet parfois d'identifier précisément le bateau, car elle porte souvent son nom ou l'année de sa construction. C'est un indice rare, mais précieux, qui aide à replacer une épave dans son contexte historique. Mais un navire n'est pas seulement un lieu de vie, c'est aussi un espace de travail permanent, car en mer, tout doit pouvoir être réparé sans aide extérieure. En effet, un bateau est un monde autonome qui ne peut compter que sur les compétences de son équipage. C'est pour cette raison que les fouilles révèlent toujours une grande quantité d'outils. On y trouve du matériel de charpentier pour réparer la coque, des outils de cordonnerie pour entretenir les chaussures et parfois même de quoi forger ou ajuster des pièces métalliques. Le bois travaille sans cesse sous l'effet de l'eau et du vent, les cordages s'usent, les voiles se déchirent et la moindre avarie peut devenir mortelle si elle n'est pas réparée à temps. Chaque marin possède donc un savoir-faire précis. Certains sont spécialisés dans les réparations, d'autres dans la manœuvre des voiles, d'autres encore dans les tâches plus physiques comme le pompage de l'eau ou la surveillance du navire. À bord, l'expérience est une question de survie. Il y a aussi un personnage central souvent redouté, le chirurgien. Et pour cause, la médecine navale de l'époque reste très rudimentaire. On ne connaît pas encore les microbes, on ne maîtrise pas l'hygiène et les soins sont limités à ce que l'on peut faire avec des moyens très simples. Les instruments retrouvés dans les épaves parlent d'eux-mêmes. Scies d'amputation, pinces ou encore des lames. Les amputations sont fréquentes, notamment après les combats, mais aussi à cause des accidents ou des infections. Tout cela se fait sans anesthésie bien sûr, dans un espace étroit, mal éclairé et dans des conditions sanitaires très mauvaises. La douleur fait partie intégrante de la vie en mer. On retrouve parfois aussi des menottes ou du matériel de contrainte. Ces objets rappellent que la discipline est stricte à bord, quel que soit le type de navire. La vie collective impose des règles sévères et les sanctions peuvent être rapides. Lorsqu'un navire coule, il ne disparaît pas seul. Il entraîne avec lui les hommes, les outils, les armes, les vivres et tous les objets du quotidien. C'est ce qui fait la richesse de l'archéologie maritime. Chaque épave est une sorte d'instantané figé de la vie à bord. Le cas du Vasa est particulièrement parlant. Ce navire suédois sombre en 1628 lors de sa sortie inaugurale. Lorsqu'il est remonté en 1961, les chercheurs découvrent des centaines d'objets du quotidien parfaitement conservés. Parmi eux, un petit tonneau contenant du beurre, préservé grâce au froid, au sel et à l'absence d'oxygène. Quelqu'un en a même goûté, avec les conséquences que l'on imagine. Un autre exemple est celui du Speaker, un ancien navire négrier français capturé par le pirate John Bowen en 1700. Lors de l'étude de son épave, près de 1750 objets sont recensés, dont une immense majorité liée à l'armement. Ce chiffre montre clairement que ces navires sont à la fois des lieux de vie et des machines de combat conçues pour attaquer ou se défendre à tout moment. Combattre ou mourir. Contrairement à l'image qu'on s'en fait aujourd'hui, les pirates ne cherchent pas le combat pour le plaisir. Ils savent que l'abordage est l'un des moments les plus dangereux de la vie en mer. Le pont est étroit, souvent glissant, rempli de fumée et de cris. Et une blessure qui semblerait bénigne à terre peut devenir mortelle en quelques jours, faute de soins efficaces. Chaque homme compte. Perdre un marin, ce n'est pas seulement perdre un combattant, c'est perdre quelqu'un qui sait manœuvrer une voile, réparer une corde ou bien tenir la barre. Moins d'hommes, c'est un navire plus lent, plus vulnérable et donc plus exposé à la capture ou au naufrage. C'est pour cette raison que les pirates cherchent le plus souvent à éviter l'affrontement direct. Leur objectif est clair, obtenir la reddition de l'autre navire sans combat. La première arme utilisée est donc la peur. Quand un navire est repéré, on commence par se rendre visible. On s'approche, on fait du bruit, on crie et surtout on hisse un pavillon bien particulier, le Jolly Roger. Ce drapeau noir, orné d'un crâne, d'ossements ou parfois d'un sablier, n'est pas décoratif. Il sert à envoyer un message simple et compréhensible par tous les marins de l'époque. Si vous résistez, vous risquez votre vie. Si vous vous rendez, vous avez une chance de survivre.
Cette intimidation fonctionne souvent. Beaucoup de capitaines marchands préfèrent abandonner leur cargaison plutôt que de risquer un massacre. Certains pirates vont très loin dans cette mise en scène. Edward Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, est le cas le plus célèbre. Un récit de l'époque, publié en 1724 dans A General History of the Pirates, le décrit se présentant au combat avec des mèches lentes allumées sous son chapeau et dans sa barbe. La fumée entoure son visage et renforce son apparence inquiétante. Ce même récit explique qu'il porte plusieurs pistolets en bandoulière. Il faut rester prudent avec ce type de source, parfois spectaculaire, mais c'est bien de là que vient cette image devenue célèbre. Si la peur ne suffit pas, alors le combat commence. Les premiers tirs ne viennent pas toujours du pont. Des marins prennent position dans les parties hautes du navire, notamment dans les plateformes situées en haut des mâts. De là, ils peuvent tirer sur le pont adverse et désorganiser l'équipage ennemi. Ce rôle est souvent confié à des tireurs expérimentés, parfois d'anciens chasseurs devenus marins. Quand les deux navires sont accrochés l'un à l'autre, c'est là que le combat devient rapproché. Les armes utilisées sont adaptées à cet espace restreint. Les sabres sont courts, faciles à manier. Les poignards sont courants. On utilise aussi des tromblons et des espingoles, des armes à feu conçues pour tirer à courte distance et toucher plusieurs adversaires en même temps. Les pistolets à silex sont omniprésents. Ils sont efficaces, mais limités. Un seul tir, puis un long rechargement. Pour compenser, certains pirates en portent plusieurs afin de pouvoir tirer successivement sans perdre de temps. On trouve aussi les grenades en fonte remplies de poudre, ainsi que des engins incendiaires. Dans certains cas, des dispositifs plus improvisés sont utilisés, faits à partir de récipients remplis de poudre et de mèches. L'objectif est toujours le même, semer la panique et forcer la reddition. Une fois le combat terminé et le navire capturé, une autre idée reçue disparaît. Contrairement à ce que montrent les romans et les films, les pirates n'enterrent généralement pas leur butin. Cette pratique existe peut-être dans de très rares cas, mais elle n'est pas courante. Dans la majorité des situations, le butin est partagé entre les membres de l'équipage, puis dépensé rapidement. Les pirates achètent de l'alcool, des vêtements, de la nourriture fraîche et profitent des plaisirs offerts par les ports. Ils le font parce qu'ils savent que leur avenir est incertain. La piraterie est une activité à haut risque et peu de pirates vivent longtemps. Les coffres existent bien sûr, mais ils servent surtout à stocker les objets de valeur à bord, comme les pièces, les marchandises précieuses et parfois des documents. Ces coffres sont souvent fixés dans les navires et non destinés à être enterrés. L'histoire du trésor de la Buse, ce pirate qui aurait jeté un cryptogramme à la foule avant son exécution, fait figure d'exception célèbre. Mais cette version de l'histoire apparaît tardivement et reste très discutée par les historiens. Elle appartient davantage à la légende qu'à une pratique courante de la piraterie. À bord, la vie ne se résume pas à la violence. Il existe aussi des moments plus calmes lorsque le navire avance lentement et que le vent tombe. Les marins fument la pipe, notamment depuis que le tabac est largement diffusé depuis les Amériques. Ils chantent souvent pour rythmer le travail ou simplement pour passer le temps. Certains bricolent, ils sculptent le bois avec un couteau, gravent de l'os ou des dents d'animaux marins et fabriquent de petits objets utiles ou décoratifs. Ces pratiques sont bien attestées et montrent que le temps en mer n'est pas toujours occupé par le combat. On joue aussi aux cartes et aux dés, mais pas toujours librement. Sur certains navires pirates, des règles strictes existent. Des articles attribués à Bartholomew Roberts, surnommé Black Bart, interdisent par exemple le jeu d'argent, jugé source de conflits et de tensions au sein de l'équipage. La nourriture reste en revanche un problème permanent. L'eau se conserve mal dans les tonneaux, elle devient trouble, parfois impropre à la consommation. La viande salée finit par se gâter, les biscuits de mer deviennent durs et difficiles à manger, et surtout les rats envahissent les cales, contaminant les réserves. Les maladies apparaissent rapidement, notamment le scorbut, causé par un manque de vitamine C. Les gencives saignent, les dents tombent, le corps s'affaiblit. Pour survivre, les marins s'adaptent. Ils récupèrent l'eau de pluie quand c'est possible, ils pêchent. Dans les Caraïbes, ils capturent aussi des tortues, faciles à attraper lorsqu'elles viennent pondre sur les plages, et dont la viande fraîche permet de limiter les carences. Cette pratique est bien documentée dans les récits de marins de l'époque. On associe souvent les pirates aux perroquets et aux singes. Ce n'est pas seulement un cliché, ces animaux exotiques peuvent être capturés, gardés à bord
puis revendus en Europe, où ils sont très recherchés comme curiosité. Alors, comment reconnaître un pirate? En réalité, c'est plutôt difficile. Les pirates portent les mêmes vêtements que les autres marins, ils utilisent les mêmes outils, ils se battent avec les mêmes armes. Le cache-œil et la jambe de bois ne sont pas des signes distinctifs de la piraterie, ils sont surtout le résultat d'accidents fréquents et des conditions de travail extrêmement dures en mer. Le seul symbole vraiment identifiable reste le pavillon noir, le fameux Jolly Roger. Un drapeau, comme on l'a vu, conçu pour intimider, pour menacer, mais aussi pour annoncer une vie courte, dangereuse et entièrement tournée vers la mer. Et puis, il y a un dernier détail souvent remarqué par les contemporains, le désordre. Les navires pirates sont souvent faits de matériel récupéré ici et là, pris sur différentes prises, sans réelle uniformité. Un assemblage hétéroclite, à l'image de la vie de ceux qui y naviguent. Malgré cette réalité rude, violente et incertaine, la culture populaire a réussi à transformer les pirates en figures presque sympathiques. Une transformation due en grande partie au cinéma de l'âge d'or hollywoodien. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.